Donc, problème de nana créé, oriatone nana courant fait. Mais il y avait eu un problème au niveau de Tombouctou. J'étais bénévole au niveau de l'hôpital régional de Tombouctou, plus précisément aux urgences. C'était à la fin de 2017. Ce soir-là, j'étais de garde. Donc la maman m'avait dit de ne pas aller, mais comme j'étais de garde, j'avais préféré partir au lieu de rester à la maison. Donc ça coïncidait avec l'arrivée du ministre de la Santé. Et il y avait une grande délégation. Donc il y avait eu une attaque au niveau de l'aménagement et puis de l'armée Mali aussi. Donc les cadavres qu'il y avait eu en ce moment-là, on les a amenés au niveau de la morgue. Donc moi j'étais aux urgences, la clé aussi pareil. Donc je ne sais pas qui les a dit que je pourrais être en possession de la clé de la morgue, que je pourrais avoir la clé de la morgue. Le rebelle. Donc, maintenant, il y avait un patient qui était admis. Le patient la souffrait, mais les parents n'avaient pas les moyens de subvenir aux besoins de cet enfant. Donc, moi, j'avais ces médicaments chez moi. Donc, vers le 18h, j'avais pris une moto, je disais que j'allais partir amener les médicaments. En sortant, j'ai remarqué que j'avais été suivie. Donc, j'ai tout de suite appelé mon collègue. Je lui dis, Matala, je pense que je suis suivie. Il me dit, comment ça Alice? Comment ça tu es suivie? Je lui dis oui. Je remarque qu'il y a une moto Sanili et une pick-up qui me suit. Donc il me dit non, est-ce que ce n'est pas des gens qui sont juste des passages? Je lui dis non, quand je m'arrête, il s'arrête et quand je continue de conduire, il continue de conduire avec moi. Donc il a passé le téléphone à mon chef, le médecin de garde. Donc le médecin de garde était un lieutenant. Donc, ils l'ont tout de suite dit ça. Donc, lorsqu'ils l'ont dit cela, il m'avait dit de m'arrêter, si je vois là où il y a trop de monde, de m'arrêter là-bas. Je les ai dit que si je m'arrête, je sens qu'ils sont tous armés. Que si je m'arrête, je sais qu'ils vont tous nous arroser en même temps. Donc, une vie vaut mieux que perdre plusieurs vies. Donc, je lui dis que j'allais continuer. Donc, j'avais pris quelques raccourcis. Malgré cela, pour les assommer, je n'avais pas pu. Maintenant, ils m'ont pris devant la porte de Haïra Arbi, devant sa maison. Donc, la pick-up est partie devant moi. Et le gars qui est sur la moto Sanili, et lui, il s'est arrêté devant moi. Donc, ils m'ont dit que si j'écris, ils vont me tuer tout de suite et personne ne saura. Donc, je suis montée. Ils ont commencé à me taper d'abord avant de me faire entrer dans la voiture. Donc, quelqu'un d'autre avait conduit ma moto. Ils m'ont amené au niveau de la flamme de la paix. Donc, c'est là qu'ils ont commencé à m'expliquer qu'ils connaissent toute ma famille. Ils m'ont même donné l'indication de ma maison et le nombre de personnes qui se trouvaient en ce moment-là dans la maison. Que au moment où le ministre était là, ils m'ont remarqué dans la délégation que c'est moi qui ouvrais même les cadavres. Et ils savent aussi que j'avais reconnu, quelques-uns d'entre eux. Donc ils m'ont dit qu'ils ne veulent pas de problème, qu'ils veulent juste que je leur donne leur corps. Je les ai dit que je n'ai pas la clé avec moi. Ils m'ont dit qu'ils savent que je peux le faire.
Et ils ont tout de suite envoyé quelqu'un chez moi. Et ils ont pris mon numéro. Entre-temps, moi, j'avais pas laissé là, j'avais pas raccroché l'appel. Et au niveau de l'hôpital, ils entendaient tout ce qui s'est passé. Depuis le moment où ils m'ont pris jusqu'au moment où ils ont commencé à me tabasser. Donc ils étaient au courant de tout ça. Donc, entre-temps, ils ont envoyé quelqu'un chez moi. Et ils m'ont dit que si je ne leur donne pas le corps, ils vont me tuer. Donc ils ont commencé à me tabasser avec leurs armes. Et j'ai commencé à vomir du sang. Donc, c'est après que je les ai dit d'accord, que j'accepte de leur donner le corps. Maintenant, lorsqu'ils ont vu que j'ai tardé à coopérer avec eux, ils ont appelé leur chef. Ils l'ont dit que je refuse, que maintenant, ils veulent me tuer. Donc, il les a dit que s'ils me tuent avant d'avoir récupéré le corps, que lui-même, il va les tuer. Donc, ils étaient obligés de m'amener à l'hôpital pour que je puisse leur donner le corps. Maintenant, le fait qu'ils ont envoyé quelqu'un au niveau de la famille, j'avais perdu tout espoir. Donc, je me suis dit que j'avais préféré mourir en même temps. Parce que je ne supporterais pas qu'il arrive quelque chose à ma famille. Donc, j'étais obligée de les accompagner, malgré que je ne pouvais même pas conduire encore. Vu la façon dont ils m'ont tabassé. Donc, ils m'ont amené au niveau de l'hôpital. Arrivé devant la porte de l'hôpital. Bon, bien avant d'arriver à l'hôpital, à l'angle, ils m'ont fait sortir de la voiture. Et ils m'ont mis sur la moto. Ils m'attendent derrière la morgue. Donc, une fois que je leur donnerai la clé pour qu'ils puissent faire sortir le corps, ils vont me tuer au même moment. Donc, j'avais accepté tout cela parce que je les ai dit de laisser ma famille en dehors de cela. Donc, entre-temps, arrivés devant l'hôpital, ils ont commencé à tirer partout. Donc, tout le monde avait pris la fuite. Maintenant, lorsque j'étais arrivé devant l'hôpital, leur pick-up avait fait un arrière et puis il m'a rentré dedans. Donc, je suis rentré directement dans l'hôpital. Le fait qu'il m'avait renversé, donc, ça m'avait aussi encore plus choqué. Et arrivé devant les urgences, mes collègues, tout le monde avait pris la fuite. Donc, lorsque j'étais arrivé, ils ont commencé à tirer partout. Entre-temps, ils ont alerté l'aménagement et puis Barkhane en même temps. Et ils ont commencé à... Et là, le lieutenant était arrivé. Il m'a conduit dans la salle des urgences. Donc, ils ont tout de suite appelé la famille pour leur demander d'évacuer. Et après, ils ont essayé de me questionner, mais je crachais trop de sang pour pouvoir répondre. Donc, ils m'ont tout de suite prise aux urgences. Entre-temps, j'avais perdu connaissance. Je me suis réveillée vers les 22h comme ça, je pense. C'était vers les 22h comme ça que je me suis réveillée. Et entre-temps, la police, les gens de l'aménagement, les militaires, ils étaient tous là pour me poser des questions. Et j'avais trop peur. C'est des gens aussi qui m'ont dit aussi qu'ils ne laissent pas de témoins. Qu'ils ont aussi des pions partout. Donc, partout où j'irai, ils vont me poursuivre, ils vont me tuer. Donc, j'avais pris peur. Maintenant, moi, je n'avais pas pu les remettre les clés de la mort parce que j'avais perdu connaissance. Le lendemain, on m'avait amené au niveau du camp militaire. Donc, ils m'ont mis au niveau de l'infirmerie. Et ils ont commencé à me faire les premiers soins là-bas. Après le premier soin, 2 jours après, Ibeka était venu à Tombouctou. Parce qu'il y avait aussi des militaires blessés. Il disait qu'il allait venir les saluer, mais il n'avait pas pu venir dans notre salle. Et maintenant, la nuit même où Ibeka avait quitté Bamako, Tombouctou du moins, et ils m'ont dit, bon, ils m'ont appelé, j'étais dans l'infirmerie. Et
ils m'ont appelé encore au téléphone pour me menacer. Ils m'ont dit que partout où j'irai, ils ont des pions là-bas, ils vont me tuer. Quel que soit Alpha de ce que je ferai. Que même au niveau du camp militaire, ils ont leurs propres pions là-bas. Et moi aussi, je sais que c'est des gens qui sont capables de tout. Donc, j'étais obligée d'appeler le colonel pour lui dire que ça n'allait pas, qu'ils m'ont appelé. Donc, j'ai même failli devenir folle la nuit là. Et le colonel m'avait amené chez lui. Donc, c'était là-bas que j'avais passé la nuit. Le lendemain, vers 10h ou je ne sais pas, vers 13h ou 14h, on m'a fait sortir de Tombouctou. Donc, ils m'ont mis dans l'un de ces bardems et j'avais été suivi par d'autres aussi jusqu'à l'aéroport de l'aménagement. Donc, je suis venue en vol, par vol. Donc, ils m'ont arrivé ici à l'aéroport. Il y avait déjà des gens qui m'attendaient au niveau de l'aéroport. Donc, c'était le garde du corps du lieutenant Singari, Boukader Singari. Donc, ils m'ont tout de suite amené au niveau du ministère de la Sécurité. Et on avait commencé à échanger. Donc, je vomissais toujours le sang. Donc, je ne pouvais pas parler avec lui. Il m'a tout de suite amené au niveau des urgences de Gabriel Touré. Ils m'ont pris une chambre VIP. Et ils ont commencé à me faire des traitements. Le lendemain, ils nous ont libérés. Donc, c'était l'arrivée aussi de la maman et puis le grand frère. Donc, ils nous ont pris une maison au niveau des Ernies. Ils ont pris une maison d'une chambre salon et des douches intérieures. Ils ont pris ça à 45 000 par mois. Ils ont payé 2 mois de caution, 1 mois d'avance. Et ils ont payé 3 matelas, 2 places et 2 une place et demie. Et ils nous ont payé 4 chaises. Ils nous ont donné du lait et puis du sucre et du café. Donc ils nous ont dit que quand je serai guérie, ils vont me trouver un centre dans lequel je pouvais au moins exercer. Donc le grand frère qui ne travaillait, qu'il était venu ici, puisque lui aussi il était menacé, ils lui ont dit qu'ils allaient lui trouver un boulot, parce que lui, c'était lui l'homme, donc ils allaient subvenir à nos besoins, mais que comme lui aussi il est un homme, il ne pouvait pas rester sans travail, parce qu'il travaillait à Tombouctou. Donc ils lui ont dit cela, ils lui ont demandé d'amener ses dossiers. Vu la précipitation dans laquelle nous sommes venus, il n'avait pas amené ses dossiers. Donc il a envoyé à Tombouctou pour qu'on puisse ramener ses dossiers ici. Ils l'ont amené, mais depuis le jour où Boukader nous a quittés, on n'avait plus de ses nouvelles. On lui a demandé de nous donner sa carte de visite, il ne l'avait pas fait. Maintenant, c'était le colonel Fatogoma Traoré. C'était lui qui s'occupait de nous. Il nous envoyait de l'argent de temps en temps. Mais je ne travaillais pas, je ne pouvais même pas sortir. Et la maman aussi ne travaillait pas. Alors qu'on les a bien dit qu'on n'a personne ici à Bamako. Donc, ils ont dit que, bon, de toutes les façons, que je ne pouvais pas rester à Tombouctou. Qu'eux-mêmes, ils vont nous prendre en charge ici. On est venu dans ces cadres-là. Donc, ils ont dit qu'ils allaient nous prendre en charge. Et ils nous ont tout de suite abandonnés. Donc, à chaque fois qu'on fait 1 mois ou 2 mois dans une maison, ou 3 mois, sans payer, on nous fait sortir. Parce qu'ici, à Bamako, tu ne payes pas les loyers, on te met à la porte. Donc, on a beaucoup déménagé. On n'avait pas connu la stabilité. Et je ne travaille toujours pas. Et une fois, j'avais essayé de sortir juste pour me changer les idées. J'avais appelé le colonel pour lui dire, est-ce que je peux sortir? Il me dit, bon, puisque ça fait maintenant 1 année et quelques, essaie de sortir. Donc, je suis sortie vers les environs de 18h30. J'étais accompagnée par 2 cousines et puis 3 cousins. On était partis au niveau de Café des Arts. Donc, entre-temps, il y a un monsieur qui est venu s'asseoir auprès de moi. Donc, et tout de suite, je l'ai tout de suite reconnu. Il faisait partie des gens qui m'ont kidnappé à Tombouctou. Il me dit, voilà. Donc, tu pensais que tu allais pouvoir nous échapper. Il me dit, ce soir, ça c'est fini pour toi.
Donc j'avais pris tout de suite peur et les autres aussi avaient tout de suite compris que c'était lui. Maintenant, il était déjà armé. Donc ils ont juste cherché une solution pour m'amener aux toilettes. Donc ils m'ont dit, ma cousine était partie et puis elle m'a dit, viens aux toilettes. Je sais que tu vas aller aux toilettes. Donc c'est comme ça que j'ai pu l'échapper. Maintenant, en sortant devant la porte, il a remarqué que j'étais devant la porte. Mais heureusement pour moi, j'avais tout de suite eu un taxi. Donc on m'a mis dedans. Maintenant, il nous a suivis. Il était aussi en voiture, il nous a tout de suite suivis. C'est au niveau du fait de Badlabougou qu'il avait été arrêté. Donc, nous, on avait tout de suite traversé le fait, lui, il est resté. C'est comme ça que je lui ai échappé. Et une fois aussi, j'avais essayé d'aller au niveau de Dialokorabougou chez ma grande sœur. Et j'avais été suivi par un monsieur qui était en moto. Et depuis ce jour-là, j'ai évité de sortir. L'État n'a rien fait de tout cela. La seule chose qu'ils ont fait, c'était le jour où on était venu. Parce que quelques semaines après, c'était la fête de Tabaski. On nous a amené un gros mouton. Depuis lors, ils n'ont rien fait. Jusqu'à présent. Et j'avais appelé le colonel Fatogoma pour lui dire, bon, nous on veut vraiment rentrer parce qu'on n'en peut plus ici. Même pour avoir quelque chose à manger, c'est un problème. Donc, avoir le vivre, c'est un problème. Et comment on va payer le loyer aussi? Donc, il m'a dit, non, tu sais, Ouattara, tu es là pour une question de vie ou de mort. Donc, moi, je ne peux pas t'autoriser à venir. Si tu viens, tu sais ce qui t'attend. On ne peut pas garantir ta sécurité. Et je le dis, d'accord, j'ai compris. Maintenant, quelle est la solution? Parce que nous, on n'en peut plus. Ils avaient dit qu'ils allaient prendre soin de nous et ils n'ont absolument rien fait. À chaque fois qu'on va quelque part, c'est toujours la même chose. Alors que j'avais vu des gens qui n'étaient même pas dans les mêmes cas que moi. Et ils ont fait leur prise en charge. D'autres sont même partis en France, d'autres sont partis je ne sais où. Mais pourquoi pas nous? Alors que moi j'avais failli perdre la vie à cause d'eux. Ils avaient promis de nous prendre en charge. Ils avaient promis de veiller sur ma sécurité. Ils n'ont rien fait de tout ceci. Tout ce qu'ils ont promis de faire, ils ne l'ont pas fait. Même avoir quelque chose à manger, tout simplement, ils ne l'ont pas fait. Moi, personnellement, j'avais essayé. J'avais presque utilisé quelques contacts pour pouvoir y arriver. Parce que l'autre piste que j'avais vraiment des contacts de haute personnalité d'ici. Mais le problème n'est que la piste là, ils m'ont pris ça et puis ils m'ont donné une nouvelle piste. Parce que c'est la piste sur laquelle ces gens-là m'appellent tout le temps. Ils marcellent tout le temps sur ces numéros-là. Donc c'était Fatogoma qui avait pris la piste, il m'a donné une nouvelle piste. C'est la piste que j'ai actuellement. Et je n'ai pas beaucoup de contacts sur cette piste. Mes contacts ne dépassent même pas 20 numéros. Donc j'évite les contacts avec les gens. Même pour sortir souvent, juste pour prendre l'air juste devant la porte, je n'arrive pas. Ils m'ont confié au lieutenant Boukader Singari. Mais il avait dit aussi qu'il allait revenir pour tout mettre en place. Et qu'une semaine après, qu'il allait mettre le grand frère dans un boulot. Et on ne l'a toujours pas vu. Depuis le jour où il nous a quittés, on ne l'a plus revu. On nous a quand même abandonnés dans notre triste histoire comme ça. En réalité, je ne me sens pas malienne encore. Parce que si réellement j'étais malienne, ce qu'ils sont en train de nous faire, ils n'allaient pas le faire. Parce que je pense que les Maliens, ils doivent considérer la souffrance des autres. Je pense que quand ton prochain souffre, tu dois aussi souffrir à sa place. Parce que vous êtes tous des êtres humains. Et la vie, je ne sais pas comment je vais vous l'expliquer. Il y a un adage qui dit que la vie elle est très courte d'avoir regardé à distance. On a essayé de se battre pour pouvoir vivre. On essaie de faire l'épée qu'on a, on essaie de vivre avec. Mais sans vous mentir, nous ne sommes pas dans de bonnes conditions ici. À chaque fois qu'on fait 1 mois, 2 mois, si on ne vient pas couper l'eau, parce qu'on n'a pas payé par manque d'argent, on vient nous faire sortir de la maison. Parce qu'on n'a pas encore payé. Et même pour avoir quelque chose à manger, c'est un problème. La nuit, quand je dors, je fais des cauchemars. Le lendemain, je me réveille, je trouve que mon drap est couvert de sang. Ça sort par mes narines, ça sort par ma bouche. Souvent, quand je suis même trop stressée, je commence à vomir du sang. Donc, je pense que la dernière fois, vous-même, vous l'avez remarqué, j'avais commencé à vomir du sang parce que vous avez commencé à me questionner. Donc, quand je stresse beaucoup, je crache le sang.
Et finalement, moi, je me suis dit que ça, c'est vraiment terrible. Parce que ça revient toujours à la même discrimination. Parce que c'est comme s'ils nous font savoir que nous sommes pauvres. On sait déjà qu'on est pauvres. Mais là où nous étions à Tombouctou, on était vraiment en paix. Parce que nous ne payons pas de maisons, de location. Parce qu'on a notre propre maison à Tombouctou. Donc ici, on souffre parce qu'on n'a rien ici. Si on avait des personnes haut placées, là, j'en suis sûr et certain qu'ils allaient prendre soin de nous. Si c'était un enfant de ministre, tout de suite, tout le monde va venir prendre soin de lui. En tout cas, moi, la seule chose que je demande, ils avaient promis de faire quelque chose, ils devaient tenir leur promesse. Parce que la promesse, c'est une promesse. Et lorsqu'on quittait Tombouctou, on les a très bien dit qu'on n'a personne ici. Si on avait quelqu'un, on pouvait compter sur lui. Mais on n'a personne qui comptait ici à Bamako. Et à Bamako, ici aussi, quand tu n'es pas riche, personne ne te considère. Les pauvres, on les laisse à leur triste sort. C'est comme si on nous montre que nous ne sommes pas maliens. Et ils sont en train de faire une différence entre les nordistes et les sudistes. Parce que le problème, les cas là, si le cas était arrivé à un sudiste, ils allaient tout de suite s'occuper de lui. Et aujourd'hui, tu vas voir qu'il n'est même pas ici au Mali. Puisque nous sommes nordistes. Et ils disent que les rebelles sont des racistes. Là, et même ils nous montrent le racisme ici. Parce que ça, c'est un cas de racisme. Comment se fait-il que quelqu'un qui a failli perdre la vie à cause de vous est dans votre service? Vous avez promis de faire quelque chose et vous l'abandonnez à son triste sort. À 2 reprises, ils ont failli me tuer. J'ai juste échappé parce que Dieu n'a pas voulu que cela se passe. Je ne dors pas les nuits. Cela fait bientôt 4 ans que je ne dors pas normalement. Je n'arrive pas à retrouver le sommeil. À chaque fois que je sors au dehors, dès que je vois les policiers avec les armes, je commence à fuir. On dirait une folle qui perd la tête. Je ne peux pas sortir, je ne peux rien faire. Tout ce que moi je souhaite, je veux juste que l'État arrête cette discrimination. Parce que pour moi, c'est le pur racisme comme ça. Je sais, je sens ma pauvreté, je le sais, je suis pauvre. Je suis né pauvre et je sais que je vais mourir pauvre. Mais mes droits quand même. Je pense que ça, c'est mon droit. Parce qu'eux-mêmes, ils l'ont dit. Ils l'ont dit, ils devaient le faire. Je pense que si l'État ne fait pas cela, qu'est-ce que l'État peut bien nous faire? Garantir juste la sécurité d'une personne, vous n'arrivez pas à le faire. Subvenir aux besoins, juste aux besoins matériels de la personne, vous n'arrivez pas à le faire. On n'a même pas besoin d'argent financièrement. Prenez juste soin de nous. Ce que vous avez promis, faites-le. Comme je l'avais dit tout à l'heure, si c'était un enfant d'un ministre, tout de suite ils allaient le faire. Si c'était un enfant d'un député, ils allaient tout de suite prendre soin de lui. Si c'était un enfant d'un président, il ne serait même pas là présentement.